Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre nouveau webinaire destiné cette fois-ci à nos clients agriculteurs. Aujourd'hui, nous allons parler retraite. Quels sont les points de vigilance à avoir? Comment ça se passe côté fiscalité? Comment réussir la transmission de son patrimoine privé et professionnel? Au cours des 20 prochaines minutes, nous allons assister à un échange entre Jean-Philippe Vignol, conseiller en gestion de patrimoine, et Clément Carpentier, conseiller juridique. Ils vont vous donner quelques clés pour bien préparer votre transmission lors de votre retraite. Ils seront ensuite à votre écoute pour la partie questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà poser des questions dans l'onglet en bas à droite de votre écran. Jean-Philippe, Clément, c'est à vous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Clément. Beaucoup de nos clients nous demandent comment s'y prendre pour transmettre le mieux possible leurs biens à l'approche de leur retraite. Selon toi, comment faire pour bien réussir cette étape clé dans la vie d'un agriculteur? Effectivement Clément, c'est vraiment une étape très importante. Il faut mettre vraiment toutes les chances de son côté, parce que comme dit le dicton, on ne transmet qu'une seule fois. Si on se loupe, c'est trop tard, Donc l'expérience montre qu'il faut donc avoir une vision très globale de sa transmission. Il ne faut pas se cantonner à la cession de l'exploitation, il faut au contraire raisonner globalement, à la fois sur la cession de l'exploitation, mais aussi de son patrimoine privé. D'accord. Et qu'entends-tu par patrimoine global? Le patrimoine privé, le patrimoine global, professionnel, c'est un ensemble qui est très lié en agriculture, qui comprend à la fois l'exploitation agricole, mais également tous mes biens à côté, qui soient consacrés à l'agriculture, comme des terres, mais également ce qui est complètement hors agriculture, notamment les placements financiers par exemple. Donc c'est une étape clé, il faut vraiment tout raisonner à ce moment-là. Donc si je comprends bien, il est important de lier la réflexion sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine privé. Oui, c'est même indispensable pour parvenir à un équilibre satisfaisant, notamment quand l'exploitation est transmise en famille. Il faut que toute la famille trouve son compte dans les choix qui auront été faits par le chef d'entreprise. Et ne s'intéresser qu'aux modalités techniques, juridiques, fiscales de la transmission de son exploitation, c'est à coup sûr s'exposer à des insatisfactions, des incompréhensions, voire à des récriminations. Et quand on est âgé plus tard, il n'y a rien de plus pénible que d'entendre des récriminations sur ce qui a été fait 20 ans plus tôt. Oui. Donc pour réfléchir à sa transmission, il faut donc penser à l'ensemble de son patrimoine. Concrètement, quelles sont les thématiques que le chef d'exploitation doit aborder pour transmettre sereinement son patrimoine? Alors, il y a plusieurs problématiques. Dans les plus importantes, on peut déjà citer la valorisation de l'exploitation elle-même, et puis aussi la fiscalité de sa transmission. Concernant la valorisation, bien sûr, ça va dépendre des circonstances de la vente. Je vends à l'extérieur ou je transfère en famille. Mais dans tous les cas, il est impératif d'avoir une juste évaluation pour éviter tout risque de contestation par l'administration fiscale, par le repreneur, ça peut arriver, ou par sa propre famille. Donc pour cela, il existe différentes méthodes de valorisation. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, elles se combinent entre elles. Donc les principales, c'est la valeur de patrimoine, ce que je possède, moins ce que je dois. La valeur de rentabilité, c'est-à-dire combien vaut mon entreprise par rapport à sa capacité à dégager du bénéfice. Et également la valeur de reprenabilité, donc là du point de vue du repreneur, sachant qu'il va devoir vivre avec l'exploitation, la rembourser, combien est-ce qu'il peut se permettre de mettre dans l'exploitation. Et donc, ces trois valeurs se combinent entre elles. Il faut un dialogue sincère, réfléchi entre le vendeur, le repreneur et son banquier aussi. Il faut également savoir que la valorisation de l'entreprise, elle se combine de façon différente selon qu'on est face à une exploitation individuelle, c'est-à-dire sans société, ou bien que l'exploitation est en société et que donc on va transmettre des parts sociales. Donc justement, toi Clément qui es juriste, peux-tu nous expliquer un petit peu plus précisément en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Donc, dans le cadre de la cession d'une exploitation individuelle, donc par un chef d'exploitation qui transmettra à un repreneur qui exercera lui aussi sous la forme individuelle, la cession va prendre la forme d'un contrat de cession d'éléments d'actifs. Donc c'est un contrat qui va finalement lister tous les éléments de l'exploitation qui sont transmis, ainsi que leur valeur. Dans le cadre d'une société, la valorisation de l'exploitation demande une réflexion différente, puisqu'on parlera ici de valorisation de la part sociale. Donc cette étude de valeur de part, qui peut être réalisée par un conseiller d'entreprise, s'appuiera notamment sur les évaluations des différents éléments qui composent l'exploitation. Donc ça peut être les bâtiments, le matériel ou le cheptel. Différentes approches seront ensuite utilisées par le conseiller. Donc c'est là qu'on retrouve les approches dont tu parlais Jean-Philippe, l'approche patrimoniale, de rentabilité, de reprenabilité notamment, afin d'aboutir à une valeur de part qui semblera la plus juste au client.
Cette étude permet également à l'exploitant de disposer d'un document qui sera opposable à l'administration fiscale, parce qu'elle est réalisée en toute objectivité et elle s'appuie sur des méthodes de calcul spécifiques. Enfin, on a un troisième cas, le cas d'un exploitant individuel qui va transmettre à plusieurs repreneurs qui souhaiteront travailler ensemble, et on parlera dans ce cas de la constitution d'une société. Dans ces 3 schémas, la question de la valeur de l'exploitation est vraiment une question centrale à se poser. Nous avons abordé la question de la valorisation de l'exploitation, mais tu parlais aussi tout à l'heure de la fiscalité. Selon toi, sur quoi faut-il principalement être vigilant ? Alors effectivement, la fiscalité, c'est un point clé dans la transmission d'une exploitation agricole, du patrimoine en général. Elle peut sérieusement grever le prix de vente de l'exploitation, et donc il faut en être bien conscient, notamment par rapport aux projets futurs que l'on pourrait avoir avec le prix de vente de l'exploitation. Donc dans les grandes familles de fiscalité, la plus connue de nos clients, parce que c'est souvent la plus lourde, c'est la taxation des plus-values. Mais il existe des mécanismes d'exonération totale, partielle. Cela étant, les conditions sont très strictes, le formalisme est très pointilleux, donc il faut se pencher sur la question longtemps à l'avance pour savoir comment bien mettre en œuvre les dispositifs qui existent. Et là, il faut être très vigilant parce que sinon, les sommes peuvent être très importantes. Mais il n'y a pas que la taxation des plus-values, il peut y avoir la taxation des bénéfices exceptionnels liés à la cessation d'activité. Ça concerne par exemple les éleveurs, avec la réincorporation de la décote sur le cheptel. Les sommes peuvent être très importantes aussi. On peut avoir des questions de TVA, même si la plupart des transmissions se font hors taxe. On peut avoir des soucis de TVA sur des reprises de bâtiments encore soumis à la TVA, ou quand je reprends du matériel, un vieux tracteur par exemple pour moi, ou un pick-up, etc., je dois redonner la TVA, il faut le savoir. Et puis enfin, si je donne une partie de mon exploitation à un enfant, il faut se poser la question des droits de donation. C'est pas parce que je ne veux rien que je donne que je ne devrais pas payer quelque chose à l'administration fiscale. Les droits de donation sont importants. Là encore, il y a des mécanismes d'exonération très puissants, mais encore faut-il bien les connaître et les mettre en œuvre dans le bon timing bien adapté, Voilà. Mais tu m'avais dit qu'il y avait peut-être des questions en matière de droit d'enregistrement aussi à se poser. Oui, c'est ça. Pour la partie juridique, et pour la plupart des actes, on parlera d'un droit fixe. Par contre, il faut savoir qu'il y a des cas particuliers dans lesquels ce droit peut être plus important. Et donc, pareil, il est important de bien anticiper et de savoir chiffrer un petit peu ces droits d'enregistrement pour le projet. Un autre point important lorsqu'on réfléchit à sa transmission, c'est le transfert du foncier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, c'est effectivement un point très très important, c'est même névralgique, il n'y a pas d'exploitation agricole sans foncier. Donc le foncier, on le sait, c'est à la fois les terres dont je suis propriétaire et les terres dont je suis locataire. Bon, pour les terres dont je suis propriétaire, on pourrait penser que j'ai aucune difficulté à les transmettre à mon repreneur, mais parfois on s'aperçoit que les situations sont assez complexes. Il y a une indivision familiale, ça appartient à moi et à mon conjoint, il faut que j'obtienne l'accord de tout le monde. C'est pas toujours très très facile, et il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et puis ça peut être encore plus difficile pour le foncier dont je suis locataire, parce que la possibilité que j'ai de transmettre mes baux à mon repreneur sont très encadrées par le statut de fermage. Je ne fais pas ce que je veux, même quand je transmets à un de mes enfants. Il y a des mécanismes à respecter, il y a des délais à respecter. Et si je ne le fais pas, je ne suis pas dans mon droit et ça peut amener à des pertes de foncier importantes. Toi, en tant que juriste, tu as dû déjà rencontrer ce genre de cas de figure, je pense. Oui, complètement. Dans le cas de la transmission du patrimoine dont l'exploitant est propriétaire, on peut se poser la question notamment de savoir comment conserver les fermages pour avoir un complément de revenus une fois en retraite. Et il y a aussi les questions de constitution de GFA ou de conclusion de baux à long terme qui sont également des outils intéressants. Après, au niveau du foncier dont l'exploitant est locataire cette fois, il faut bien anticiper justement ce que tu disais pour éviter que les baux ne s'arrêtent automatiquement et que les terres redeviennent libres. Alors, le Code rural prévoit des mécanismes pour céder ces baux. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas automatique, même en famille, et qu'il est donc nécessaire de respecter les conditions posées par les textes pour que la cession soit juridiquement valable. Enfin, pour sécuriser la reprise, on peut également conclure des baux copreneurs, qui sont aussi un bon outil avant son départ en retraite. Donc tu nous exposes ces réglementations du statut de fermage qui sont déjà très contraignantes, mais je suppose qu'il y a d'autres réglementations qui doivent également bien influer sur le cours et sur la volonté de transmettre l'exploitation. Oui, tout à fait. Pour la bonne réalisation du projet, le chef d'exploitation et son repreneur devront prendre en compte un certain nombre de réglementations.
Alors, elles sont multiples, si on en cite une partie, c'est la réglementation des aides à l'installation. Donc, si là, le repreneur souhaite réaliser une installation aidée, le contrôle des structures, où là, ça concernerait un repreneur qui n'aurait par exemple pas la capacité agricole ou qui s'installerait sur une surface qui dépasse le seuil fixé réglementairement. Et enfin, un dernier exemple, les procédures de contrôle de la SAFER. Ces réglementations peuvent imposer des conditions de fond, voire même influer parfois sur le projet, et génèrent des délais importants. En la matière, le rôle des SAFER tend à s'accroître avec l'entrée en vigueur de la loi Sans Passe-Tout, donc qui est prévue en fin d'année 2022. C'est une loi qui va venir renforcer le rôle de contrôle des SAFER, donc dans le cadre du contrôle des cessions de biens agricoles, qu'elles soient partielles ou totales. Et également au niveau des délais à respecter. Jusqu'alors, on considérait qu'une information préalable était suffisante. Désormais, il faudra bien respecter des délais stricts qui sont avant la date d'effet du projet. Si on va ensuite au niveau des demandes d'autorisation d'exploiter, pour l'aspect contrôle des structures, à titre d'exemple, ça peut être des délais qui vont de 4 à 6 mois en fonction de la procédure. Et il en va de même des installations aidées. Le temps de faire le parcours à l'installation, ça peut prendre quand même plusieurs mois. Donc, avec toutes ces réglementations, il arrive qu'en rendez-vous, les clients me disent qu'ils ne pensaient pas que la transmission serait si compliquée. Alors, en effet, le domaine agricole fait l'objet de règles spécifiques. Alors, on l'a vu, qu'elles soient fiscales, juridiques, sociales. Il est donc important de connaître la réglementation applicable pour savoir comment bien faire les différentes étapes du projet dans le bon ordre et au bon moment. Et donc, pour ce faire, la meilleure solution, c'est d'être bien accompagné. Ouais, je pense qu'effectivement, nos clients ne peuvent pas tout concevoir et tout mettre en œuvre seuls. On est là pour les accompagner. Et ce que tu dis pour la transmission de l'exploitation, c'est vrai. C'est tout aussi vrai pour la transmission du patrimoine privé. On le voit avec nos clients, l'aspect professionnel est important, mais ce n'est qu'une partie des questions à se poser. Le parti privé est tout aussi importante. On en a déjà parlé. Et la plus belle des réussites professionnelles forgées au long des années pourrait être tout à fait gâchée par une mauvaise transmission qui amènerait des récriminations et des insatisfactions. Donc là encore, il faut vraiment se faire accompagner pour avoir une vision neutre, claire, ouverte de tous les points à se poser, à la fois sur la partie professionnelle et sur la partie privée. Donc justement, nous venons d'aborder les principaux points en ce qui concerne la transmission du patrimoine professionnel. Et tu parlais justement du patrimoine privé. Alors selon toi, quelles sont les questions à se poser pour ce patrimoine privé ? Les questions sont également très nombreuses, tout aussi nombreuses que pour l'exploitation agricole. Et en plus, elles s'entremêlent, elles s'entrecroisent. Et les choix que je fais pour la partie professionnelle ont des répercussions sur la partie privée et vice-versa. Donc il faut vraiment s'efforcer d'avoir une vision globale. Par exemple, une question très fréquente, je vais faire un bail sur mes terres à mon repreneur. Je dois me poser la question de la durée du bail. Mon repreneur sera demandeur d'une durée longue, mais plus je loue sur une durée longue, plus mes terres vont être décotées, forcément. En contrepartie, j'aurai une exonération de droits de succession. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Parfois oui, parfois non. Avant de prendre une décision, il est bon de faire un bilan patrimonial pour bien mesurer ce que je vais gagner à faire un bail à long terme ou à ne pas en faire. C'est une question névralgique, parce que là, on engage soi-même, mais également ses enfants, voire ses petits-enfants, Un autre exemple de question à se poser qui va avoir des conséquences à la fois sur le privé et le professionnel. J'arrive à un certain âge, je veux transmettre mon patrimoine à mes enfants pour bien organiser mes affaires de mon vivant. Mais d'un autre côté, je ne veux pas perdre de pouvoir d'achat. Et je ne veux pas que mon conjoint soit moins protégé. Voire je veux, parce que je sens qu'il n'est pas bien protégé, je veux en profiter pour renforcer sa protection. Ben là encore, je dois bien connaître le positionnement juridique de mes différents biens, les règles successorales. Et là encore, il faut faire un bilan patrimonial pour savoir exactement où on en est et prendre les mesures en temps voulu, c'est-à-dire nettement avant le feu vert de la transmission de l'exploitation. Encore un autre exemple sur lequel on est de plus en plus questionné. Je suis agriculteur, j'ai vendu mon exploitation, éventuellement j'ai été grevé d'un petit peu d'impôts, mais j'ai quand même un prix de vente que je dois placer maintenant. Mon banquier, mon assureur me font des propositions, mais je n'y connais pas grand-chose et je me pose des questions. Donc nous, on va éclairer nos clients sur les questions de liquidité, d'horizon de placement, de fiscalité annuelle, de fiscalité successorale, de garantie du capital, ou au contraire de prise de risque. On ne va pas aller jusqu'à préconiser la souscription de tel ou tel produit, mais on va orienter
la composition du patrimoine financier pour répartir les risques, la disponibilité, etc. C'est quelque chose de très important, surtout par les temps qui courent. Dernier exemple, entre autres, mais il y en a beaucoup, qui est souvent abordé, on l'a entreaperçu déjà, c'est la question des droits de succession. C'est vraiment très important en agriculture. Les patrimoines sont, qu'on le veuille ou non, nettement supérieurs à ceux du français moyen, donc c'est une cible de choix pour les droits de succession. Mais à côté de ça, il y a peu de rentabilité en agriculture. Ça rend encore plus crucial la question des droits de succession. Pour compenser cela, il y a des mécanismes d'exonération qui sont très forts, très puissants. Mais il faut bien les connaître. C'est comme pour les droits de donation. Il faut les mettre en œuvre dans le bon timing, sans jamais être dans l'abus de droit fiscal, bien sûr. Donc là encore, les études qu'on réalise nous permettent, dans la mesure du possible, d'optimiser le plus possible, sans prise de risque fiscal. Oui, donc ça fait... Entre autres questions. Oui. Voilà. Ça fait donc beaucoup de points à anticiper. Oui. Alors pour ma part, je préconise souvent à mes clients de réfléchir à leur transmission lorsqu'ils s'y sentent prêts, parce que c'est Bien propre sûr, à chacun. Mmh. Pour certains, ça peut être 10 ans avant de prendre leur retraite. Pour d'autres, un déclic fait qu'ils s'interrogent sur leur transmission. Puis pour d'autres, enfin, ils s'y sentent prêts un peu plus tard. Oui, il n'y a pas de règle. Chaque client peut être stimulé dans cette réflexion, soit par comparaison avec son entourage, soit suite à un pépin de santé ou un accident qui fait prendre conscience que la transmission arrivera bien un jour et qu'il faut peut-être l'anticiper. Donc le maître mot en matière de préparation de transmission, c'est l'anticipation. Il faut vraiment anticiper. Le moindre des délais, c'est 2 ans à l'avance. Et on conseille souvent à nos clients de commencer à se poser les questions 5 ans à l'avance. Un patrimoine, qu'il soit professionnel ou privé, c'est un paquebot à mouvementer. C'est puissant, mais ça prend beaucoup de temps à manipuler et il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Pour cela, et pour aider nos clients, on a mis en place des formations, parce que je pense que c'est une très bonne façon de commencer sa réflexion. On a mis en place des formations complètes de 2 jours, à la fois sur la transmission de l'exploitation donc professionnelle, mais également la préparation de la partie privée. 2 jours au cours desquels on va découvrir, en allant assez dans le détail, toutes les thématiques qu'on vient d'aborder très rapidement. Et on ne peut qu'inciter nos clients à suivre ces formations. Oui, donc tu évoques justement les formations. Est-ce qu'il y en a qui sont bientôt sur ce thème ? On en a donc une tous les ans sur ce thème, 2 jours, ça fonctionne très bien, on a toujours beaucoup d'inscrits. Comme on a beaucoup d'inscrits, on arrive à les dupliquer sur tout le territoire d'ADO, ce qui permet à nos clients de ne pas faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour s'y rendre, c'est important quand même. D'autant que c'est 2 jours, donc il faut pouvoir se rendre disponible, mais nos clients ne nous ont jamais fait de remarques négatives sur la durée de la formation. Donc on ne peut que conseiller à nos clients de faire cette formation-là, effectivement. Effectivement, c'est un bon moyen de savoir les questions à se poser, d'avoir un premier regard. Et d'ailleurs, quel est le prix de cette formation ? Alors, le prix est largement minoré par une bonne prise en charge par Vivea. Vivea est très conscient de la difficulté de la transmission de son patrimoine, donc met des moyens pour inciter les agriculteurs à faire ces formations-là. Donc le reste à charge, il est minime, il est de 112 € pour 2 jours de formation. Et ça permet de bénéficier de crédit impôt formation, donc c'est quasi gratuit, quoi. Voire même c'est gratuit. Partant de là, on conseille aux conjoints, pour nos exploitants qui sont mariés, que les conjoints participent également, parce que c'est bien mieux que les deux entendent la même chose, plutôt que se répéter les choses le soir à la maison avec des risques d'incompréhension. Bon, si le conjoint n'est pas exploitant, Vivea ne prendra pas en charge, mais ADO a décidé d'inciter quand même les conjoints à venir en faisant un rabais très significatif sur le montant de la formation. Ah oui, très bien. Et pour nos clients qui ne peuvent pas se libérer ou qui souhaiteraient un suivi personnalisé ? Alors évidemment, il y a des clients qui ne veulent pas faire de formation ou qui ne peuvent pas, voilà, pour des raisons de disponibilité. Eh bien, il faut, dans ce cas-là, remplacer la formation par du conseil personnalisé dès le départ. C'est un petit peu dommage parce que la formation permet déjà de dégrossir les items, de savoir un petit peu à l'avance de quoi on va parler. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ou si on ne veut pas, voilà. Et donc, dans ce cas-là, dès le départ, nos conseillers, chacun dans leur spécialité, les juristes, les conseillers patrimoniaux, les fiscalistes, prendront contact avec le client et l'aideront à élaborer, alors là, dès le départ, tout son processus de réflexion sur la transmission. Parfait, j'en parlerai aux clients concernés. Merci Jean-Philippe. Merci Clément. Merci à tous les deux. Alors, donc, si je résume, il faut être vigilant sur 3 points. Le premier point, c'est l'anticipation. Plus on prépare tôt son départ à la retraite,
Plus on adoption, plus on sécurise sa transmission et son patrimoine. C'est notamment important pour la transmission des baux aux repreneurs. Le deuxième point, les liens entre la transmission de l'entreprise et celle du patrimoine personnel, les deux étant liés. Et enfin, la préparation financière de sa retraite, pour maîtriser ses futurs revenus en protégeant son conjoint, tout en limitant l'impact fiscal sur la donation aux enfants notamment. Comme souligné par Jean-Philippe, des formations sont organisées chaque année sur nos sites. Profitez-en. Les prochaines sessions auront lieu en octobre et en novembre et vous pouvez déjà trouver les dates sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On peut passer désormais à la partie questions-réponses. Je vous invite à écrire vos questions dans l'onglet en bas à droite de votre écran si vous en avez. Pour commencer, moi j'en ai une. Tout à l'heure, Clément, vous avez parlé des baux copreneurs. En quoi ça consiste ? Alors, un bail copreneur, c'est un bail qui va être fait au profit de plusieurs personnes, donc physiques ou morales. Il peut permettre, si on s'y prend assez tôt, de sécuriser les baux lors du départ en retraite. Alors, par exemple, on a un exploitant qui va prendre sa retraite dans 5 ans et qui souhaite s'associer avec son futur repreneur pour lui transmettre son savoir-faire. Il va en profiter justement pour demander à ses propriétaires de conclure des baux copreneurs, donc c'est-à-dire des baux qui vont être à son profit, mais aussi à celui de son repreneur. Le jour de son départ en retraite, donc dans 5 ans, ce sera plus simple pour poursuivre les baux, parce que lui, il va devoir informer ses propriétaires qu'il va cesser son activité, et le repreneur les informer qu'il va poursuivre le bail. Alors, il y a des conditions à respecter qui sont fixées par le code rural, mais ça facilite quand même les choses, y compris dans la négociation, que de refaire les baux au moment du départ en retraite. D'accord. Et Jean-Philippe, j'ai un client qui m'a dit, je l'ai croisé, il me dit « Moi, je vais prendre ma retraite dans 1 mois. 1 mois, c'est suffisant. De toute façon, je ne suis pas inquiet. Je transmets à mon fils. Ça se fait en famille, donc ce sera facile. » Tu peux dire tout de suite à ton client qu'il est bien parti pour faire une année de plus. Parce que c'est pas du tout aussi simple que ça. On l'a évoqué tout au long de notre intervention. Par exemple, la question de la transmission de mes baux à mon fils n'est pas du tout automatique. C'est pas de droit. Il y a tout un formalisme. Il suffit qu'un des propriétaires fasse une difficulté pour que ça retarde ma cessation d'activité. Même surtout si c'est une transmission en famille, je dois faire évaluer comme il faut mon patrimoine pour qu'il n'y ait pas de récrimination ni par l'administration fiscale ni par mes autres enfants. Ça prend du temps forcément. Si j'ai un problème de fiscalité, il faut que je fasse analyser ma situation quand même assez longtemps à l'avance. Et c'est donc pas en s'y prenant et en venant nous voir 1 semaine à l'avance qu'on peut faire ça dans les bonnes conditions. Donc même si ça semble facile, les choses ne sont pas aussi faciles maintenant qu'elles ne l'étaient il y a 40 ans, quand ton client a peut-être commencé à travailler. Les formalités sont bien plus compliquées, les réglementations sont bien plus compliquées, il y aura peut-être du contrôle des structures, il y aura peut-être de la SAFER, il y aura peut-être tout ça. Donc non, c'est illusoire de penser que parce que c'est en famille, c'est très court. Oui. Voilà. D'accord. Alors donc, nous avons une question. Et si le copreneur ne reprend pas l'exploitation et s'installe avec le voisin, il est titulaire du bail ? Alors, c'est une bonne question. En fait, il faut voir au niveau du bail, finalement, qui est sur le bail. Si sur le bail, vous avez décidé de mettre une structure sociétaire, et que cette structure n'est pas poursuivie, là, à ce moment-là, le bail pourrait tomber. Par contre, si c'est un bail qui est bien au nom du repreneur, effectivement, comme c'est lui qui va être titulaire du bail, même s'il s'associe avec le voisin, le bail continue à son nom, donc y compris qu'il soit dans la même structure ou dans une autre. Voilà. Et effectivement, il y a aussi une possibilité de stage parrainage qui est proposée par la Chambre d'agriculture et qui permet justement d'avoir une phase de rodage entre le cédant et le repreneur, et également qui est bien encadré au niveau des cotisations sociales, enfin voilà, à voir avec la Chambre, mais c'est un dispositif qui existe et qui est utilisé. Alors, un bail cessible n'est-il pas plus sécurisant pour transmettre ? Alors, effectivement, c'est un dispositif qui existe également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, pour le bail cessible, on est sur quelque chose d'encadré, parce que déjà, il faudra passer par votre notaire pour le faire, alors que pour le bail copreneur dont on parlait, ça peut être un bail de 9 ans, donc avec un formalisme un peu plus léger et un moindre coût. Et pareil, le bail cessible vous permet éventuellement d'intégrer un pas de porte, c'est le seul dispositif qui le permet. Donc ça, il faut voir aussi l'opportunité de le faire. Est-ce que le repreneur l'accepte ? Et est-ce que vous êtes prêt à passer par votre notaire justement pour réaliser cette formalité ? J'ajouterais, Clément, que le bail cessible, il aura également un intérêt pour le repreneur lui-même, parce que si plus tard il doit cesser son activité
parce qu'il a eu un accident, par exemple, ça lui permettra de transmettre le bail, donc de ne pas perdre de valeur sur son exploitation, sans avoir à demander d'autorisation ou d'aller chercher un nouveau bail chez son bailleur, en fait. Donc c'est clairement quelque chose qui va intéresser potentiellement le repreneur. Du point de vue du bailleur, c'est une incertitude sur le fait de savoir qui sera le futur fermier, puisqu'il ne prendra pas part au processus de choix du repreneur. Oui. Voilà. D'accord. Si les enfants ne souhaitent pas reprendre, comment optimiser la vente? C'est-à-dire comment se mettre en contact avec des acquéreurs? Il existe le dispositif, tu peux nous l'expliquer, de la Chambre d'agriculture? Ça, donc vous avez un répertoire départ-installation qui est mis en place par la Chambre d'agriculture. Donc en fait, le principe, c'est d'aller à la chambre dont vous dépendez et de dire que vous pensez prendre votre retraite dans quelques années. Ensuite, la chambre va vous mettre en contact avec des potentiels repreneurs qui seraient intéressés dans la même zone que vous, par exemple, d'où cette idée de répertoire. Et ça vous permettra de faciliter un peu plus la cession de l'exploitation, plutôt que de devoir chercher autour de vous si des repreneurs sont intéressés. On peut également évoquer le fait qu'on peut confier à la SAFER la vente de l'exploitation. C'est-à-dire que c'est la SAFER qui va se charger de trouver un acquéreur en votre lieu et place, quoi, Oui. et qui fera les négociations avec les différents propriétaires. Voilà. D'accord. Lorsque je vais partir en retraite, comment ça se passe pour le repreneur comme le bâtiment agricole est sur mes terrains? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui fait partie de l'aspect foncier qu'on aborde en rendez-vous lors des départs en retraite. Comme c'est une question qui dépend de chaque dossier, et qu'il faut voir aussi l'ensemble du foncier exploité, à la fois vos bâtiments, mais aussi votre foncier en propriété éventuellement, là, le plus simple pour voir ces questions-là, c'est quand même de prendre rendez-vous et de faire le point avec un conseiller. D'accord. Oui, j'ajouterais que ça fait partie des choses et des petits détails qu'il faut, entre guillemets, déminer assez longtemps à l'avance, régulariser les constructions sur sol d'autrui, entre autres choses, pour qu'au moment de la présentation de la cession à mon repreneur, même si c'est un enfant, les choses soient déjà bien en règle, quoi, pas attendre le dernier moment, quoi. C'est ça. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur la transmission de votre entreprise et la préparation de votre départ à la retraite, nos conseillers sont là pour vous renseigner, vous accompagner dans vos démarches. Le prochain rendez-vous à noter sont les réunions que nous organisons du 26 septembre au 4 octobre dans toutes nos agences pour les entreprises individuelles. Nous vous présenterons les impacts juridiques et patrimoniaux sur la loi de l'activité professionnelle indépendante. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire et pour en connaître le thème, restez connectés, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Bonne journée, au revoir.